ici physiquement, à l'UDE MEDEF. Alors, déjà bonjour à tous et toutes. Merci d'être présents pour cette session qui est dédiée à un sujet crucial aujourd'hui pour nos entreprises, même, que ce soit à titre personnel ou professionnel, c'est bien le sujet de la cybersécurité. Parce que dans un monde de plus en plus connecté, la cybersécurité est devenue vraiment, réellement une priorité, que ce soit, comme je le disais à l'instant, pour nous, à titre personnel, mais également pour les entreprises et l'ensemble des organisations. Alors, qu'est-ce que c'est que la cybersécurité exactement et pourquoi est-ce que c'est si important? Pour vous donner une idée, en 2023, les cyberattaques ont coûté plus de 10,5 trillions de dollars dans le monde entier. Et on peut dire que toutes les 40 secondes, alors ça c'était en 2023, peut-être que Jérémy nous dira que ça a augmenté, du moins ça a diminué, mais toutes les 30 secondes, toutes les 40 secondes, on a une nouvelle tentative d'attaque qui est lancée, que ce soit contre une entreprise ou un particulier. Alors, ces chiffres, je vous les donne, c'est pas là pour vous faire peur, hein, mais c'est bien pour illustrer l'ampleur du phénomène et du défi auquel nous faisons tous face. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que ça signifie, les risques auxquels nous sommes confrontés et surtout, comment est-ce que nous pouvons nous protéger efficacement, que ce soit à titre personnel, encore une fois, ou professionnel. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant ou à la fin de la session. Notre objectif, ici à la commission Innovation et Nouvelles Technologies, c'est bien que chacun reparte à la fin de cette session avec des solutions, voire peut-être même des solutions concrètes, Jérémy, et que vous pourrez appliquer rapidement. Et donc pour ça, passons sans plus tarder à notre premier point, qui est la définition et l'importance de la cybersécurité. Ceci, on va le faire avec Jérémy Benalal, qui est consultant ingénieur en cybersécurité de l'entreprise, et étant également gérant de l'entreprise Cybercorsair. Jérémy, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Bon, je ne vais pas réintroduire, hein, tu l'as très bien fait. Donc, on va passer directement au vif du sujet. Bon, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Jérémy Benalal, comme il l'a dit, je suis gérant de la société Cybercorsair. Je suis également consultant en cybersécurité. Je suis spécialisé dans la cyberdéfense. J'ai un parcours militaire où je travaillais dans les armées, notamment dans l'OTAN, pour mettre en place des solutions de cybersécurité. Puis j'ai décidé de revenir en Guadeloupe, d'où je viens, afin d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous dérouler le plan de la séance. Je crois que la télécommande fait des caprices. Super. Donc, on va commencer par une introduction où je vais définir ce qu'est la cybersécurité, puisque aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Donc, je vais en parler et surtout pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de s'en occuper, de ça. Ensuite, je vais définir un peu les menaces et les risques communs, ceux qu'on retrouve le plus, ceux auxquels on est tous confrontés tout le temps. Et également mettre des exemples sur ces attaques récentes. Ensuite, la partie la plus intéressante pour vous, quelles sont les bonnes pratiques en termes de cybersécurité? On va parler des mots de passe, des mises à jour. On va parler de comment sécuriser ces systèmes, comment sécuriser ces réseaux. Est-ce qu'il faut utiliser un VPN? Qu'est-ce que c'est qu'un VPN? Et comment reconnaître un email de phishing. Ensuite, on va parler de la cybersécurité au travail et en télétravail. Aujourd'hui, le télétravail, c'est quelque chose de plus en plus répandu. Je dirais même qu'on ne peut pas s'en passer. Hein. Avec tous les aléas qu'on a aujourd'hui, avec les transports, avec tout ça, c'est bien d'avoir la possibilité de télétravailler. Donc, on va parler de tout ça, comment gérer les utilisateurs, comment gérer les collaborateurs qui sont en télétravail, comment leur mettre à disposition des outils sécurisés. Et ensuite, en dernier point, on va parler évidemment du rôle et de la responsabilité de chacun. Si ça veut c'est sur mon écran, mais ça arrive en visio. Les aléas du direct. Voilà, et les latence. C'est ça. Ah, voilà. On va parler du rôle et de la responsabilité de chacun. Vous n'avez pas été piraté. Non. Donc, quand je dis chacun, c'est l'employeur comme le collaborateur, on a tous des responsabilités vis-à-vis de la cybersécurité. Alors, ouais, il y a un petit peu de latence. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par introduire. Qu'est-ce que la cybersécurité? En quoi c'est important? Je vais parler de quelques chiffres clés.
Alors, qu'est-ce que la cybersécurité? Avant tout, la cybersécurité, ce n'est pas un produit qu'on achète. Ce n'est pas quelque chose qu'on va aller dans un magasin ou chez un fournisseur et dire « je voudrais de la cybersécurité ». Non. La cybersécurité, c'est un ensemble de pratiques, un ensemble de technologies et de processus. Ces pratiques, technologies et ces processus, ils ont pour objectif de protéger les systèmes et les réseaux de l'entreprise ou les données de l'entreprise contre des cyberattaques. C'est vraiment important de comprendre que c'est un ensemble de ces trois choses-là. Avec des bonnes pratiques qu'on met en œuvre, des technologies qu'on va acquérir, par exemple un antivirus, et un processus. C'est-à-dire que derrière, il va falloir mettre en place des processus, des règles, pour être sûr de pouvoir travailler en sécurité. Le but, ça va être de prévenir les intrusions malveillantes, d'empêcher les hackers de rentrer sur vos systèmes. Ça va être de protéger également les individus et les entreprises et les infrastructures critiques. Parce que oui, il ne faut pas oublier qu'il y a l'aspect humain. La cybersécurité va aussi permettre de protéger les données de ces humains, les données personnelles, et également les données stratégiques de l'entreprise. Parce qu'il n'y a personne qui a envie que les dernières factures, les derniers devis, les derniers contrats tombent entre de mauvaises mains. Et également les infrastructures critiques. À titre d'exemple, on peut citer la centrale nucléaire en Iran qui s'est fait pirater il y a quelques années. Ça peut mettre à mal tout un pays. La cybersécurité tourne autour de trois piliers principaux. Il y en a un quatrième, j'en parlerai très rapidement. Le premier, c'est la confidentialité, assurer la confidentialité. Donc, on va mettre en place des processus, des technologies pratiques pour assurer la confidentialité et le besoin d'en connaître. Le besoin d'en connaître, c'est une notion très importante, c'est ne pas donner de l'information à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Par exemple, le technicien ou l'ingénieur même en informatique, on va prendre un exemple simple, n'a pas besoin d'avoir accès aux données comptables de l'entreprise. Donc ça, c'est le respect de la confidentialité et du besoin d'en connaître. Donc pour ça, on va mettre en œuvre des processus et des pratiques pour empêcher certaines personnes qui ont certaines fonctions d'accéder à des données dont ils n'ont pas besoin. Pour limiter les fuites d'informations, il faut évidemment limiter l'accès à cette information juste à ceux qui en ont besoin. Ensuite, la disponibilité, availability en anglais. La disponibilité d'une donnée, c'est s'assurer que cette donnée elle sera accessible au moment où on en aura besoin. Donc ça aussi, la cybersécurité y contribue. On va mettre en place des sauvegardes, par exemple, pour s'assurer que même en cas de panne, même en cas de crash, la donnée se trouve quelque part et on pourra y accéder. En troisième, l'intégrité. L'intégrité, c'est s'assurer que la donnée ne soit pas altérée. Quand on a un fichier, quand on a une donnée, il faut s'assurer qu'elle soit fiable, qu'elle n'a pas été modifiée, que ce soit par accident par quelqu'un ou par un hacker. L'exemple, c'est le RIB d'un fournisseur. Le RIB d'un fournisseur, il faut absolument s'assurer qu'il soit intègre. Parce que c'est très facile pour un attaqueur de prendre ce RIB, de modifier les numéros et de recevoir les virements à la place du fournisseur. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Ça peut vraiment mettre à mal que ce soit le fournisseur ou l'entreprise, que l'argent est parti. La quatrième chose qui a intégré un peu cette triade, bon, on ne peut plus vraiment parler de triade, c'est la non-répudiation ou la traçabilité des actions. C'est-à-dire être en mesure de prouver et de tracer que telle action sur un système a été effectuée par quelqu'un et de savoir qui et précisément à quel moment. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la cybersécurité, c'est important? Comme l'a dit tout à l'heure Philippe, les cyberattaques, ça ne fait qu'augmenter. Malheureusement, 30% d'augmentation d'attaques par an. Aujourd'hui, une entreprise sur deux a été cyberattaquée. Parfois avec de l'impact, parfois sans impact. Et le pire des scénarios, c'est quand l'entreprise ne s'en est même pas rendue. Parce que du coup, potentiellement, de la donnée est quelque part sans qu'il le sache. Quelles sont les conséquences de ces cyberattaques? La perte de données. Parfois, quand on se fait chiffrer, ça arrive souvent, l'entreprise se fasse chiffrer, pas de sauvegarde, de la perte de données sensibles, voire de la fuite de données sensibles. Free, par exemple, a été victime d'une cyberattaque. Les données de ses clients se sont retrouvées sur le web, disponibles à la vente. Donc ça, c'est quelque chose qui est très grave. En termes d'impact financier, forcément, on se fait chiffrer, on paye une rançon, et tout le temps où on s'est fait chiffrer, on ne produit pas. On ne produit pas, on n'a pas de contact avec nos clients, on ne peut pas envoyer de facture, on ne peut pas envoyer de devis. Et le dernier, c'est la perte de confiance avec des clients et les partenaires, évidemment.
on s'est fait chiffrer, forcément les clients se disent bah mince, finalement il n'est pas si sécurisé que ça, ma donnée elle est peut-être pas entre de bonnes mains. Et pareil pour les partenaires qui se disent bah lui on lui faisait confiance, finalement on ne pourra pas travailler avec lui, c'est compliqué, etc. Ensuite, il y a l'évolution du risque. Avec l'augmentation du télétravail, l'augmentation des connexions à distance, la multiplication des appareils connectés. On a tous un smartphone aujourd'hui. Ce smartphone, souvent, on le connecte au réseau de l'entreprise, voire on traite des données d'entreprise depuis ce smartphone. Aujourd'hui, le smartphone, c'est un vecteur d'attaque également. En fait, avec tous ces objets connectés, nos caméras, nos ordinateurs, l'alarme, le réfrigérateur, parfois, tout ça augmente la surface d'attaque de l'entreprise. Tout ça, ça représente des portes d'entrée pour un hacker. Donc, c'est très, très important aujourd'hui de prendre tout ça en compte et de se rendre compte, d'avoir une vraie prise de conscience sur la cybersécurité. Ce n'est pas forcément que de l'ordinateur. Et les hackers, ils sont très ingénieux et très imaginatifs. Aujourd'hui, en France, par exemple, les hackers, ils vont jusqu'à attaquer des pacemakers et des thermostats pour pouvoir refroidir, augmenter la température d'une salle serveur. C'est peut-être rien, mais attaquer un thermostat, augmenter de 10 degrés la température d'une salle serveur peut faire tomber une salle serveur. Une salle serveur qui tombe, c'est tout un système informatique qui tombe. L'attaque sur le pacemaker, c'est surtout pour pouvoir analyser de la donnée de santé, savoir à quel moment on peut proposer. En fait, toutes ces données sont mises en vente après sur le dark web pour des industries pharmaceutiques qui peuvent après cibler de la publicité. Et ensuite, le dernier sujet très important dont j'ai parlé très rapidement, c'est la protection des données des personnes. Aujourd'hui, la protection des données, le RGPD, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas s'en passer. Il faut assurer la protection des données de nos collaborateurs, de nos clients, de nos personnes. C'est très, très important. Aujourd'hui, la CNIL et les organismes comme ça, ils sont très vigilants là-dessus et ça peut coûter très, très cher. À savoir que les amendes sont en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, ça peut vraiment faire mal. Donc, tout ça, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se préoccuper de la cybersécurité. Maintenant, on va parler des différentes menaces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut faire ça interactivement ou alors vous pouvez aussi les garder pour la fin. C'est comme vous le souhaitez. On va parler des cybermenaces et des différents risques qu'on peut rencontrer. Je vais présenter les différents types de menaces et en même temps, enfin juste après, je vais présenter des exemples récents d'attaques qui ont eu lieu avec ces menaces. Donc la première attaque, le premier vecteur d'attaque, le plus efficace aujourd'hui, c'est-à-dire que plus de 90% des attaques réussies passent par ça, c'est le phishing. Le phishing, on le connaît, c'est on reçoit un mail qui nous incite à cliquer sur un lien, qui nous incite à renseigner des informations. Donc ça peut être des mots de passe, ça peut être des numéros de carte bancaire, ça peut être des RIB. Enfin, il y a énormément d'exemples. Hein. Je pense qu'on a tous reçu un faux mail provenant de soi-disant notre banque pour nous informer qu'il faut mettre à jour nos coordonnées bancaires ou EDF. On a, pareil, EDF, il y a eu beaucoup de campagnes de phishing avec EDF. Payez votre facture rapidement pour ne pas être coupé. Ça, 90%, c'est du phishing. La notion, je vais en parler tout à l'heure, dans comment se prémunir du phishing. Notion d'urgence, ça doit mettre la puce à l'oreille. Le deuxième type d'attaque, c'est le ransomware. Alors, on en a tous entendu parler, certains l'ont peut-être vécu. C'est quelque chose de dramatique d'arriver à son bureau et de constater qu'on ne peut pas travailler. Tout son système est chiffré. Quand on parle de chiffré, c'est vraiment cryptoloqué. On ne peut plus y accéder. Il y a un message qui s'affiche en grand et qui dit maintenant, si vous voulez récupérer l'accès à vos données, à votre système, si vous voulez travailler, il va falloir payer une rançon. Aujourd'hui, c'est le fléau mondial. Aujourd'hui, ça rapporte des milliards aux cybercriminels. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça, il faut se protéger de ça, pour mettre en place des mesures. Il faut sensibiliser. Souvent, le ransomware passe par le phishing avant. C'est un collaborateur qui a cliqué sur un lien, il n'aurait pas dû. Il a téléchargé une pièce jointe. La pièce, elle est arrivée sur le système et le ransomware se déploie instantanément. Ça peut aller très, très vite. En quelques secondes, tout un système peut être compromis. Ensuite, il y a le malware, on le connaît tous.
C'est le petit virus qu'on reçoit sur notre ordinateur de temps en temps. Donc, en fonction de notre antivirus, il est nettoyé, il est bloqué, il est mis en quarantaine. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui va perturber le système, qui peut potentiellement le bloquer. Mais le danger du malware, c'est qu'il peut aussi extraire de la donnée en cachette. Il peut également, ce qu'on appelle chez nous les PC zombies. Il peut transformer votre ordinateur en PC zombie, qui lui va contribuer, sans que vous le sachiez, à une cyberattaque d'ampleur. En Asie, dans l'Orient, c'était très, très répandu, des malwares qui se déploient, notamment sur les jeux. Dans le crack du jeu vidéo, il y avait un petit logiciel. Et dès qu'on lance le jeu, notre ordinateur, la puissance de notre ordinateur va permettre de contribuer une attaque d'ampleur sur un gros client. Pouvoir faire du délit de service, des choses comme ça. Et le dernier, mon préféré personnellement, c'est le social engineering. Le social engineering, c'est une cyberattaque qui n'a pas forcément besoin de passer par une connaissance informatique. Aujourd'hui, de très très grands cyberattaquants n'ont pas de connaissances en programmation, en développement, en attaque informatique, sont spécialisés dans le social engineering. Le social engineering, c'est ni plus ni moins que de la manipulation psychologique pour pouvoir atteindre un objectif. Donc ça peut être simple, ça peut être je vais aller rencontrer la secrétaire qui, elle, a l'accès à la boîte à clés de toute la société. Cette secrétaire, petit à petit, on va se lier d'affinité, on va parler, on va discuter, on va sortir au restaurant. Et puis un jour, je vais lui demander de venir la voir à son travail et de me faire visiter. En faisant ça, ben, j'aurai accès à de l'information, à des choses dont je ne suis pas censé avoir accès. C'est un petit exemple, ça peut aussi passer par une attaque qui a fait des dégâts. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour un collaborateur qui avait perdu son badge dans une très grande multinationale. Et ensuite, il a réussi à obtenir un badge d'accès à des zones où il n'aurait pas dû avoir accès. Tout ça parce qu'il parlait bien, il communiquait bien, il a su convaincre qu'il était un collaborateur de cette société. Et donc, la personne à l'accueil, la sécurité, lui a fait un badge. Et avec ce badge, il est rentré dans la société. Et ensuite, c'est libre à lui de faire ce qu'il veut. Il peut prendre un ordinateur sous le bras, puis s'en aller, puis avoir accès aux données de l'ordinateur. Chaque type de faille, je ne sais pas si vous avez remarqué, est lié à quelque chose, est lié à l'humain, en fait. C'est pour ça que je dis que la cybersécurité ne peut pas s'acheter. La cybersécurité, c'est un ensemble de processus, de pratiques et de technologies. Dans chacune des attaques les plus répandues, il y a eu un moment où c'est l'humain qui a cliqué, où c'est l'humain qui a agi. Je vais vous présenter quelques exemples. Pour le phishing, ça ressemble à ça. Là, c'est le phishing de Microsoft, c'est très récent, ça a été en 2023. Grosse campagne de phishing dont Microsoft a été victime. Elle était très très bien ficelée parce que quand on cliquait sur le lien, on arrivait réellement sur une vraie page de Microsoft qui nous demandait de s'authentifier avec le double facteur. Et en fait, l'attaque était après. L'attaque se produisait après. Une fois qu'on a rentré notre double facteur d'authentification, j'en parlerai tout à l'heure, là, le pirate nous faisait atterrir sur une fausse page. Et c'est de là où il récupérait nos informations. Donc attention à ça. La bonne pratique pour se prémunir du phishing, et ça c'est applicable partout. Vous recevez un mail d'EDF, ne cliquez pas sur le lien, allez sur le site d'EDF et consultez votre espace client. De la même façon, vous recevez un mail de Microsoft, allez sur le compte Microsoft et consultez s'il y a réellement une alerte. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il ne faut surtout pas hésiter, vous allez perdre 2 minutes, mais au moins vous serez sûr. Pareil pour votre banque. Un petit peu de latence encore. Deuxième exemple d'attaque. Je ne sais pas si ça va charger. Là, on va attendre un peu. C'est le ransomware. Donc, le dernier ransomware qui a fait des ravages, le ransomware Clop. Il a fait un carnage sur la planète. J'ai plus les chiffres en tête. Je vais peut-être noter. Voilà, le ransomware Clop. Donc, il a exploité une vulnérabilité dans le logiciel MoveIT. MoveIT, c'est un logiciel qui permet de faire de l'échange de fichiers, des choses comme ça, qui est très, très utilisé. Et ils ont exploité une vulnérabilité dans ce logiciel, ils sont rentrés dans beaucoup de systèmes et ils ont chiffré. Ça a touché énormément de fournisseurs de services numériques. Autre exemple, moins récent cette fois-ci. Je ne sais pas si moi, à ce moment-là, je n'étais pas encore en Guadeloupe, je ne sais pas s'il y a eu de l'impact.
C'est affiché sur l'écran? Oui. Ça va être un exemple sur le malware Emotet. Ceux qui font de la sécurité ou ceux qui font de l'informatique en ont peut-être entendu parler. Mais de la même façon, c'est un malware qui était dans des fichiers et qui se propageait, ce qu'on appelle un ver. Il n'a pas de support fixe, il passe de fichier en fichier. Et derrière, une fois activé, les attaquants ils peuvent chiffrer, extraire de la donnée, rentrer dans le système. Donc ça, comme on le voit là sur la carte, ça a impacté toute la planète. Et ça va très très vite aujourd'hui parce qu'on est tous connectés. On est tous connectés, ça peut se mettre dans une image, ça peut se mettre dans un PDF, dans un mail. Voilà. Et ensuite, en termes d'exemple sur le social engineering, LinkedIn. LinkedIn, en 2023, a été victime d'une attaque de type social engineering où un groupe de personnes ont usurpé l'identité des responsables RH. Donc, ils ont vraiment pris les données des RH, les noms, prénoms, photos. Ils ont créé des comptes et ils se sont fait passer pour les responsables RH. À partir de ça, ils ont fait des fausses campagnes de recrutement et ils ont volé de la donnée personnelle. Tout le monde croyait qu'ils allaient travailler pour LinkedIn, mais en fait, non. C'était une campagne d'attaque de type social engineering. Donc, les victimes ont parfois envoyé des RIB, ils ont parfois envoyé de l'argent, mais en tout cas, ils ont envoyé beaucoup de données personnelles. Et ces données, derrière, se sont retrouvées sur le dark web. Maintenant, on va passer, plus intéressant, entre guillemets, les bonnes pratiques. On va parler des mots de passe, on va parler des mises à jour, on va parler de la sécurisation des systèmes et la sécurisation des réseaux, on va parler des VPN et on va parler de phishing. Premier sujet, donc, les mots de passe. Les mots de passe, c'est la première ligne de défense. Le conseil principal sur le mot de passe, c'est de choisir un mot de passe fort. Alors, on va me dire, c'est quoi un mot de passe fort? Un mot de passe fort, c'est minimum 12 caractères. C'est des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Pourquoi tout ça? Voici un tableau qui récapitule la vitesse à laquelle on peut casser un mot de passe en fonction de sa complexité. Un mot de passe qu'avec des chiffres, c'est instantané aujourd'hui. Il est cassé vraiment instantanément. Un mot de passe avec des lettres, également, s'il n'y a que des lettres minuscules. Si on met des chiffres et des lettres, 8 caractères, chiffres, lettres, il faut quelques secondes aujourd'hui. 12 caractères majuscules, minuscules, chiffres, quelques minutes pour le casser. 10 caractères avec des symboles et des chiffres, toujours majuscules, minuscules, il faut quelques heures. Donc même en mettant tous ces prérequis, seulement avec 10 caractères, en quelques heures, votre mot de passe peut être cassé. Si maintenant on fait la même chose mais en mettant un caractère aléatoire, c'est-à-dire que le mot n'existe pas, là il faudra quelques mois. Donc là on est vraiment à la première ligne de défense, puisque les mots de passe c'est bien d'échanger aussi régulièrement. Donc ça peut retarder une attaque. Ensuite, si on met 16 caractères avec des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, et le tout en aléatoire, là, il faut des siècles pour casser le mot de passe. J'ai fait un calcul sur mon mot de passe. Moi, mes mots de passe que j'utilise ont 21 caractères. Répondre à tout ça, il fallait 13 milliards d'années. 13 milliards d'années, il y a moyen que la donnée qu'ils arrivent à voler soit obsolète. Donc, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Qu'entendez-vous par aléatoire? Aléatoire, c'est-à-dire que ce n'est pas un mot qui existe. C'est vraiment brouillon. On roule la tête sur le clavier. Alors, on se dit, c'est impossible. Comment je vais mémoriser ce mot de passe? Alors, il y a des techniques. Donc là j'en parle justement en dessous. Hein. Si on fait 12 caractères, mais devinables, c'est-à-dire, on va dire, c'est voilà, mon chien se trouve là, 1, 2, 3, plus. Il faut quelques minutes. Parce qu'aujourd'hui, les attaquants, ils font du social engineering pour récolter de l'information personnelle. J'ai fait une démonstration il y a quelques semaines là-dessus. On récupère de l'information sur Facebook, sur Twitter, sur tout. On met toutes ces informations dans un logiciel et ce logiciel va générer un dictionnaire de mots de passe à partir de ces informations. Donc il va modifier les A en arrobase, les E en euros, les S en dollars, il va mettre des chiffres, des lettres partout. Et il va générer un dictionnaire de peut-être 100 000 mots de passe à partir de ces informations. Et donc l'attaquant va utiliser ce dictionnaire
pour attaquer le mot de passe. Donc là, on va se dire, mais comment faire pour avoir 16 caractères aléatoires et les mémoriser? Alors l'astuce, elle est là. Je vais en parler tout à l'heure, mais l'astuce, elle est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe et un coffre-fort de mots de passe. Pourquoi? Parce que deuxième règle des mots de passe, il ne faut jamais avoir le même à deux endroits différents. Donc là, on se dit, waouh, 16 caractères aléatoires, ne jamais le réutiliser, le cerveau, il peut pas, c'est humainement pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui utiliser un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe, c'est un logiciel en ligne ou pas. Aujourd'hui, l'ANSSI recommande KeePass, qui n'est pas en ligne, mais c'est assez contraignant puisqu'il c'est mieux d'y avoir accès partout. Et il existe des logiciels en cloud, Bitwarden, Keeper, Seeker, tout ça qui sont des gestionnaires de mots de passe. Le principe est simple, on a un seul mot de passe à retenir. C'est le mot de passe pour accéder au coffre. Et ensuite, il y a de l'authentification forte, donc je vais en parler. Donc ce gestionnaire de mots de passe, dedans, on met tous nos mots de passe. Et surtout, on ne crée pas les mots de passe, on les fait générer automatiquement par le coffre-fort. Et ensuite, quand on va aller sur le site facebook.com, par exemple, le gestionnaire va reconnaître qu'on est sur Facebook et il va lui-même renseigner le mot de passe dans la page. Donc, on ne le connaît même pas. Moi, même sous la torture, je ne connais pas mon mot de passe Facebook. Je ne pourrais pas le donner. Je ne connais pas le mot de passe que j'utilise sur mon ordinateur chez mes clients. Je ne pourrais pas le donner. Le seul mot de passe que je connais, c'est le coffre-fort de mot de passe. Donc, le seul effort que j'ai à faire, c'est de retenir ce mot de passe aléatoire. En plus de ça, l'authentification à double facteur. On le connaît tous via notre banque. Ça s'est affiché, mais pas encore. On le connaît tous via notre banque qui évidemment nous a mis dans le bain il y a quelques années, où maintenant, pour envoyer un virement, il faut recevoir un texto. Bien, pour enregistrer un nouveau compte ou un nouveau fournisseur, il faut confirmer par une autre façon, soit via l'application, soit via un SMS, soit via un mail. Ça, c'est de l'authentification à double facteur. On peut aller beaucoup plus loin, on peut ajouter un troisième facteur, on peut ajouter énormément de choses. Mais le minimum, c'est le double facteur. Aujourd'hui, la très très grande majorité, voilà, totalité des services sur lesquels on se connecte, proposent ce mode d'authentification. Même sur le compte Hotmail qu'on a tous eu à un moment de notre vie, il y a cette possibilité. Sur Gmail, il y a la possibilité de l'activer. Et je vous recommande de le faire sur le plus de comptes et surtout là où vous stockez de la donnée sensible. Parce que si l'attaquant, il a eu de la chance, il est tombé sur votre mot de passe rapidement, pourtant vous étiez en mot de passe très compliqué, en fait, il ne pourra rien faire parce qu'il faudra qu'il ait aussi votre téléphone. Votre téléphone, s'il est bien dans votre poche, c'est bien. Et en plus, souvent, le téléphone, maintenant, a un mot de passe aussi. Donc, vous imaginez la complexité de rentrer dans un système avec tous les facteurs qu'il faut. À titre d'exemple personnel, il y a quelques semaines, je me suis fait voler mon ordinateur. Mon ordinateur, il y a un mot de passe sur la session, un mot de passe sur BitLocker, c'est-à-dire le disque dur est chiffré. Et tous ces mots de passe, pour pouvoir le déverrouiller, il faut mon téléphone. Donc, je déverrouille l'ordinateur avec mon téléphone. Et le téléphone, un mot de passe également. Sans vouloir vendre de l'Apple, moi, je suis sur Apple. La NSA a mis 4 mois à craquer le mot de passe d'un iPhone. Donc, voilà, ne négligez pas ces parties-là. Ça peut être contraignant au début, mais c'est juste une habitude à prendre. C'est une habitude, on sait qu'on se connecte, hop, on reçoit une notification, je valide, et puis ça roule. Les gestionnaires de mots de passe proposent tous une offre gratuite. C'est une offre personnelle gratuite. Après, en termes dans l'entreprise, moi, je recommande quand même d'utiliser un gestionnaire de mots de passe d'entreprise. Pourquoi? Pour éviter que si demain un collaborateur parte, il parte avec des mots de passe. On peut bloquer instantanément l'accès aux mots de passe. Donc voilà, il faut retenir que vraiment un mot de passe fort, avec tous ces moyens de sécurité, c'est vraiment la sécurité de nos données. C'est la première ligne de défense. Ensuite, on va parler de notre sujet, les mises à jour. Alors, les mises à jour, c'est un sujet qui peut amener du débat. Faire ou ne pas faire les mises à jour. Mais les mises à jour, elles servent à quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on en fait? Déjà pour corriger les failles de sécurité. La plupart des mises à jour qu'on reçoit, je pense qu'on en reçoit tous sur nos téléphones, par exemple. Mettez à jour, vous êtes en version. Vous pouvez aller lire le descriptif des mises à jour. Le descriptif des mises à jour, il est annoncé à chaque mise à jour. Donc,
Une fois, faites-le par curiosité, allez consulter ça. Et vous verrez que souvent, c'est pour corriger non seulement des bugs sur une fonctionnalité, ou non seulement pour apporter des choses, mais surtout pour corriger des failles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des failles de sécurité sont découvertes tous les jours. Tous les jours, il y a des attaquants qui découvrent des vulnérabilités. La responsabilité des éditeurs, c'est de corriger ces vulnérabilités. Mais pour permettre la correction, il faut que l'utilisateur mette à jour. Les mises à jour aussi vont permettre d'améliorer la performance et puis d'apporter des fonctionnalités. Hein. Typiquement, l'intelligence artificielle a été poussée jusqu'à nos téléphones via une mise à jour. Et surtout, ça va aussi réduire le risque d'être victime d'attaque parce que, comme je l'ai dit dans le premier point, on va corriger les failles, on va boucher les trous. Il faut savoir que lorsqu'une vulnérabilité est découverte, elle est publiée. Elle est publiée quasiment instantanément. Les attaquants, ils sont humains, ils sont souvent feignants. Ils vont récupérer ces infos. Par exemple, Microsoft va dire « Attention, vulnérabilité sur Outlook ». C'est arrivé cette année. Attention, vulnérabilité sur Outlook qui permet de prendre le contrôle d'un ordinateur. L'attaquant, il va dire « Ah ouais, vulnérabilité sur Outlook ?» Ben maintenant, on va faire une campagne d'attaque dessus. Tant pis pour ceux qui n'ont pas mis à jour. Et elle est là l'importance de mettre à jour rapidement en cas de vulnérabilité, en cas de faille de sécurité. Donc, bon, j'attends que ça finisse de charger. Donc, les bonnes pratiques pour résumer tout ça au niveau des mises à jour, n'hésitez pas à activer les mises à jour automatiques, en tout cas sur vos appareils à vous, sur vos ordinateurs à vous. Dans le cadre d'une entreprise de services numériques qui gère des serveurs, des choses comme ça, il y a des process particuliers, mais on ne va pas en parler là, parce que c'est vraiment particulier. Pensez à vérifier si vous avez des mises à jour sur vos applications. Ça, c'est quelque chose que moi, même moi, je mets du temps à faire, mais allez vérifier si l'application, je ne sais pas Olvid, je ne sais pas si vous connaissez Olvid, enfin Facebook, l'application Facebook, allez vérifier s'il n'y a pas de mise à jour sur l'application. Pareil sur l'ordinateur, pensez de temps en temps à éteindre votre ordinateur pour permettre l'installation de mises à jour. Et surtout, dernier point important, ne reportez jamais une mise à jour de sécurité. Parce que c'est celle-là qui va protéger votre ordinateur. Il faut se dire que chaque jour sans mise à jour, c'est un jour où on est vulnérable. Ensuite, on va parler de nos ordinateurs et notre réseau, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. On va plus parler du travail. Le premier conseil, ça va être de protéger vos systèmes. Quand je parle de système, c'est ordinateur, voire smartphone aujourd'hui, parce qu'on travaille beaucoup avec nos smartphones. Donc, protégez vos systèmes. Le minimum, c'est un antivirus et un pare-feu. Et je précise également sur les smartphones. Aujourd'hui, comme je disais, beaucoup d'attaques se font sur les smartphones. Les éditeurs d'antivirus proposent des solutions pour les smartphones. Et souvent, c'est même inclus quand vous achetez un antivirus ordinateur, vous avez la licence smartphone également qui est offerte. Le pare-feu, il est souvent inclus avec l'antivirus. Donc, globalement, pour résumer, pensez à avoir un antivirus sur tous vos appareils. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, mettez à jour vos systèmes, mettez à jour vos logiciels. Et finalement, un peu plus technique, il faut désactiver les services et les ports inutiles. Pour vulgariser, désinstaller les logiciels que vous n'utilisez pas, en fait. Si vous, sur votre ordinateur, vous avez, je ne sais pas, Windows Movie Maker, mais que vous l'utilisez, bon, c'est peut-être un peu vieux, mais si vous ne l'utilisez pas, désinstallez-le, en fait. Ne conservez pas de logiciels que vous n'utilisez pas, parce que tous ces logiciels peuvent représenter une vulnérabilité à un moment. Les services et les ports, c'est un peu technique, mais en gros, si vous avez un informaticien ou quelqu'un qui connaît, demandez-lui de vérifier les services qui tournent sur votre ordinateur, de vérifier un peu les ports qui sont ouverts pour les fermer et les désactiver les services. Si à un moment vous avez des questions, n'hésitez pas, j'aime bien quand c'est un peu interactif. Deuxième chose, les réseaux. Alors, sécuriser les réseaux, qu'est-ce que c'est? On va commencer par le Wi-Fi. Le Wi-Fi, moi, c'est ce que j'aime beaucoup attaquer. Souvent, les mots de passe, ils sont très faibles. On laisse ceux fournis par l'opérateur. N'hésitez pas à le remplacer. N'hésitez pas à mettre un mot de passe fort. Aujourd'hui, en plus, on peut partager le réseau Wi-Fi, le mot de passe Wi-Fi par QR code, par des choses comme ça. Donc, on n'en est plus vraiment à taper le Wi-Fi comme on le faisait avant. Donc, on peut se permettre d'avoir des mots de passe très compliqués sur le Wi-Fi
et avoir du chiffrement WPA3. Aujourd'hui, très difficile à casser. Une cyberattaque sur un chiffrement WPA, voire WPA2, pour vous expliquer comment ça se passe, l'attaquant il se place sur le réseau Wi-Fi en écoute. Parce qu'il faut savoir que le réseau Wi-Fi n'est pas cloisonné, c'est dans l'air. Donc en fait, on n'a pas besoin d'être connecté au Wi-Fi pour capter le Wi-Fi et pour intercepter ce qui passe par le Wi-Fi. Donc en fait, on va se faire passer pour la borne Wi-Fi et on va attendre que quelqu'un vienne se connecter sur nous. À partir du moment où il vient se connecter sur nous, on récupère le mot de passe Wi-Fi parce qu'il l'envoie. Et ensuite, en termes de réseau, n'hésitez pas à déployer un VPN. Donc VPN, j'en parlerai tout à l'heure, mais typiquement, quand on est sur un Wi-Fi sécurisé, non sécurisé, pardon, par exemple au McDonald's, ou à l'aéroport, ou à la gare, ou à l'hôtel, très bon exemple, l'hôtel, on a tous un portail ou quelque chose comme ça, mais après le Wi-Fi, il n'est pas sécurisé. On n'a pas eu de mot de passe à taper pour entrer sur le Wi-Fi. Et puis on ne sait pas qui est sur le Wi-Fi avec nous. Donc dans tous ces endroits-là, il faut utiliser un VPN. Je parlerai tout à l'heure de ce qu'est un VPN, à quoi il sert, mais pensez à avoir un VPN. Pour les réseaux d'entreprise, pour revenir rapidement dessus, il y a aussi des protocoles de chiffrement et d'authentification qui permettent d'être sûr qu'on n'a que nos collaborateurs sur le Wi-Fi de l'entreprise. Donc ça c'est un plus si vous avez des réseaux Wi-Fi à disposition dans vos sociétés ou même chez vous, hein, il y a des moyens d'authentifier et d'être sûr que ce soit le collaborateur qui a accès au Wi-Fi. Au niveau des accès, comme je disais tout à l'heure, hein, limiter les privilèges, donc administratifs, là en l'occurrence, aux utilisateurs essentiels. Ce n'est pas normal, par exemple, que le comptable ait les droits d'administrateur sur le système. Ce n'est pas normal que l'avant-vente ou le commercial ait le droit d'installer des logiciels sur son ordinateur. Parce que du coup, on perd ce contrôle, on perd la sécurité. Parce que, rappelez-vous, l'erreur est humaine, la première vulnérabilité d'un système, c'est l'humain. On ne sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. Et ensuite, pour avoir de l'accès à vos systèmes, mettez en place l'authentification forte. Donc ça paraît beaucoup. C'est énormément de choses à faire, énormément de choses à mettre en place. Mais c'est des bonnes pratiques. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des processus à mettre en place. Le VPN. Donc j'ai dit que j'allais en parler. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de VPN. Peut-être que beaucoup d'entre vous utilisent un VPN, mais qu'est-ce qu'un VPN réellement? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, ce que ça fait? Pourquoi est-ce qu'on est masqué derrière notre adresse IP? Comment ça se fait qu'on est localisé ailleurs? Informatiquement et techniquement parlant, c'est très simple. Donc, je vais vous le présenter, quand ça voudra bien. Donc, un VPN, c'est un tunnel qu'on va créer entre notre ordinateur et un serveur. Dans ce tunnel, tout sera chiffré. Il sera chiffré par une clé qui sera mise en place par le VPN. Ça va permettre de sécuriser la connexion, comme on disait sur le Wi-Fi. Ça va permettre également de masquer son adresse IP de là où on est réellement. Et ça va protéger notre identité. On n'apparaîtra plus comme un cybercorsaire localisé en Guadeloupe, mais comme autre chose localisée là où j'aurais choisi. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça. Sur mon ordinateur, j'ai un VPN. À l'autre bout du monde, j'ai un serveur VPN. Et en fait, je vais créer un tunnel chiffré qui va se connecter entre mon ordinateur et le serveur. Ce qui fait que, vu de l'Internet, je serai le serveur VPN. Alors, pourquoi utiliser un VPN? Comme j'ai dit tout à l'heure, on va se protéger sur les réseaux publics. Quand on est au Wi-Fi de l'hôtel, toute la donnée qui quitte l'ordinateur et qui passe par le Wi-Fi de l'hôtel est chiffrée. Si un attaquant l'intercepte, il ne peut pas l'utiliser. Ça va permettre aussi d'avoir un accès sécurisé au télétravail. Si un collaborateur doit se connecter sur votre NAS qui se trouve dans votre entreprise, il faut qu'il passe par un VPN pour chiffrer ce qui va sortir du NAS jusqu'à son ordinateur. Et le dernier atout, c'est contourner les restrictions géographiques. Hein. Par exemple, avoir accès à toutes les séries sur Canal+, ça peut être utile. Je vais accélérer un peu, parce qu'il reste quelque chose à voir. On va parler du phishing. Donc, les bonnes pratiques du VPN, c'est avant que je passer par un fournisseur fiable,
Les VPN gratuits, comme on dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Les VPN gratuits, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'on ne sait pas qui regarde ce qu'on fait de l'autre côté. Activez-le sur tous les réseaux publics et de préférence, configurez-le pour qu'il se lance automatiquement sur les réseaux non sécurisés. Je parle beaucoup. Oui. Je suis passionné, donc je parle beaucoup. C'est intéressant. Alors, pour reconnaître un email de phishing, on passe peut-être du coq à l'âne, mais ça, c'est fondamental pour moi. Le phishing, c'est le premier vecteur d'attaque. Première chose, l'adresse de l'expéditeur. Regardez bien l'adresse de l'expéditeur. Il faut qu'elle corresponde vraiment, par exemple, EDF, que ce soit edf.com, je pense, ou edf.gp. Ensuite, le langage alarmiste. Comme je disais, on vous menace. Votre compte sera bloqué, ou bien agissez immédiatement, ou bien j'ai besoin de ça très rapidement. Dernière chose, non. Autre chose, les fautes d'orthographe. Souvent, il y a des fautes dans les trucs. De moins en moins, grâce à l'intelligence artificielle, merci. Mais il y a souvent des fautes. Et ensuite, les liens suspects. Sachez que vous pouvez passer votre souris sur le lien et vous verrez quelle est l'adresse réelle derrière. C'est pas parce que sur le lien, c'est marqué https://edf.com que c'est réellement edf.com derrière. Si vous passez votre souris, vous verrez la vraie adresse. Et ensuite, pourquoi est-ce que vous recevez des pièces jointes? Pourquoi EDF vous enverrait une pièce jointe alors que vos factures sont sur l'espace client, par exemple? Donc, on ne clique jamais sur des pièces jointes non sollicitées. Donc, comme je disais, là, c'est pour illustrer un peu. Là-haut, on voit que ce n'est pas le mail des impôts. Ensuite, madame, monsieur, qui s'adresse à une adresse mail. Non, vous avez un nom, un prénom, les impôts, ils l'ont. Les fautes, impôts, ça a un accent circonflexe. Enregistrer EZ. Le lien, on voit que derrière le lien, c'est quelque chose d'autre. Et ensuite, dans le texte en bas, pourquoi est-ce qu'il parle de remboursement de soins en temps réel? Donc voilà, tout ça sont des petits signaux faibles qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Dans le doute, allez sur l'espace client, sur le service. Sinon, les fautes d'autographe, il faudrait que les collaborateurs puissent connaître leur Aujourd'hui, orthographe. Aujourd'hui, on commence à en s'éloigner un peu. On va passer rapidement sur la sécurité au travail, en télétravail. J'en ai déjà beaucoup parlé. Les principes de base, le moindre privilège, le besoin d'en connaître, ne pas donner accès à une information s'il n'en a pas besoin. Je radote, mais l'authentification renforcée, double authentification. La gestion des comptes utilisateurs. Un collaborateur qui est parti n'a aucune raison d'avoir un compte chez vous. Faites des audits réguliers. Prenez 2-3 heures, vérifiez qui a des comptes, qui a accès à quoi. Ça peut vous éviter des problèmes. Et la séparation des responsabilités. Évitez au maximum qu'une seule personne ait accès à tout. Déjà parce que cette personne peut disparaître, malheureusement. Cette personne peut quitter la société. Cette personne peut être victime d'une attaque. Donc, ayez plusieurs personnes, pas qui aient accès forcément à tout, mais plusieurs personnes qui aient accès à un peu. Ensuite, pour les appareils, que ce soit en télétravail ou au travail, et les appareils sécurisés, comme je disais, minimum antivirus pare-feu. Empêcher d'installer des logiciels bizarres. Ben ça, c'est le point suivant. Et il y a une politique d'autorisation de logiciels. C'est-à-dire que pour pouvoir installer un logiciel, il faut demander à un service informatique ou à son responsable est-ce qu'on peut installer un logiciel. Sauvegardez vos données. Les données les plus importantes, il faut qu'elles soient à 3 endroits différents. C'est le minimum. Comme ça, en cas de pépin, vous avez de la donnée sauvegardée. Ne laissez pas de données sensibles sur des clés USB. Déjà, évitez au maximum les clés USB et les périphériques. Parce que ce qui est dessus de la clé, on peut la perdre en fait. Donc on perd la donnée avec. Si vous avez vraiment besoin de clés USB, de disques durs USB, ce que je peux comprendre, dans certains organismes, on a du gap, c'est-à-dire des systèmes qui sont non connectés à Internet. Ça peut arriver. Passer par des disques durs chiffrés. Et la connexion sécurisée, comme je le disais, avec un VPN, dès qu'on n'est pas au travail. Et au travail, pensez à verrouiller votre ordinateur dès que vous vous déplacez, même si c'est pour aller aux toilettes.
C'est important de faire ça. On ne sait pas qui va passer par là à ce moment-là. On ne sait pas à qui la sécurité aura donné un badge. Si votre ordinateur est accessible, tout ce qui est dedans est accessible. Et s'il y a des trucs bizarres, n'hésitez pas à le signaler. Si vous voyez un logiciel qui est apparu alors qu'on ne vous a pas prévenu, signalez-le. On va passer très vite sur les déplacements. Vous connaissez, enfin, j'en ai déjà parlé beaucoup. On évite au maximum les réseaux non sécurisés. Les réseaux Wi-Fi publics, on ne se connecte pas au McDonald's. Mieux vaut encore faire un partage de connexion sur son téléphone. Utilisez des équipements sécurisés, j'en ai d'autres, mais c'est très important. Mettez à jour, protégez, mettez du chiffrement, des antivirus, un mot de passe-fort, voire de la biométrie. Soyez discret dans les lieux publics. C'est amusant de voir dans l'avion, dans le train, à la gare, au McDonald's, le nombre de personnes qui travaillent sur leur ordinateur sans filtre de confidentialité. Donc en fait, la personne assise derrière peut lire tout ce qui se passe sur l'ordinateur. Et ça aussi, c'est du piratage. Ça aussi, c'est du vol de données. Et surveillez vos appareils, ne partez jamais très loin. Et si vous devez partir et absolument laisser votre ordinateur, verrouillez-le et mettez un câble de sécurité dessus pour pas qu'on vous le vole. Hop. Je ne sais pas si je vais passer là-dessus. Alors, quel est le rôle des collaborateurs? Quel est le rôle de tout le monde dans une société? Déjà, être sensibilisé. Là, ce que vous faites, c'est le premier pas vers la cybersécurité. Savoir ce qu'on risque, savoir comment faire. S'informer, savoir ce qu'est la cybersécurité, ce que ça peut engendrer. Déjà, c'est le premier pas vers une sécurisation. Ça affiche. Ouais. Ensuite, la collaboration avec les équipes informatiques. Ils mettent en place des procédures, ils mettent en place des réglementations, suivez-les. Parce que c'est eux les sachants dans ce domaine. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas également à leur faire des retours. Si vous avez un problème, c'est eux avec eux qu'il faut communiquer. Ensuite, on revient sur les comportements sécurisés, les mots de passe, les antivirus, mettez à jour, signalez toute activité suspecte et respectez le règlement. Il y a une politique de sécurité de ces informations qui faut aller dans une entreprise, respectez-la. Parce que c'est cette politique qui a été réfléchie, pensée, conçue pour vous sécuriser. Et utilisez également que les logiciels qui ont été validés par votre entreprise. Ils ont été étudiés. Signalement des incidents, c'est également très important. Pourquoi le signaler? Parce qu'un incident qui peut-être paraît basique pour vous peut avoir un impact. Peut-être que votre ordinateur, c'est une porte d'entrée et que l'impact réel, il sera après. Pourquoi signaler? Les emails, le phishing, les logiciels bizarres, les fenêtres qui apparaissent sur votre ordinateur, la perte de votre ordinateur, il ne faut pas avoir honte, la perte ou le vol, il faut le déclarer. La fuite de données, c'est-à-dire que vous avez perdu une clé USB sur laquelle il y a un devis, signalez-le quand même. Comment? Chaque entreprise normalement son canal de remontée d'incidents ou de communication. Surtout, il ne faut pas attendre. À partir du moment où vous constatez l'incident, mieux vaut déclarer une perte pour finalement dire finalement je l'ai trouvé, plutôt que se dire je vais attendre de bien chercher. Voilà, désolé, j'étais un peu vite sur les dernières slides pour rester un peu dans le timing. J'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, merci Jérémy. C'était très intéressant et concret. Je pense que les personnes qui sont avec nous en quelques temps, il y aura certainement des questions. Moi, j'en avais une première remarque. C'est, tu l'as dit tout à l'heure, globalement, dans 80% des cas, si ce n'est plus, le facteur qui va déclencher une cyberattaque, bien involontairement dans la plupart des cas, c'est l'homme, pas l'humain. Donc, comment on peut se prémunir? Je crois que tu en as parlé un peu, mais est-ce que tu peux insister un peu là-dessus? La meilleure façon de prémunir une attaque qui va passer par l'humain, c'est la sensibilisation, voire la formation. Organiser annuellement une séance de sensibilisation avec vos collaborateurs pour leur présenter les risques. Parce que chaque collaborateur fait partie de l'entreprise, est un maillon de l'entreprise. C'est de sa responsabilité également d'empêcher que sa société soit mise au tas. Donc, annuellement, c'est ce qui est recommandé, voire obligatoire, je pense. Annuellement, de la sensibilisation. Ça peut être compliqué pour les grosses entreprises ou pour les entreprises qui ont une activité en continu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe des logiciels qui permettent de faire cette sensibilisation annuelle en e-learning. C'est-à-dire que le collaborateur va recevoir un mail, vous devez vous sensibiliser, il y en a pour 20 minutes. Il prend 20 minutes de son temps de travail, quand il veut, et il se sensibilise.
Parce que l'erreur est humaine. On peut tous être victime d'une cyberattaque. Est-ce que j'ai répondu à ta Oui, question? merci. Oui. Puis deuxième question, après je laisserai la parole. En termes de télétravail, pareil, je crois que tu en as parlé, mais comment bien se prémunir, enfin, se prémunir au mieux, parce que le risque zéro n'existe pas. Première chose, télétravail, il faut mettre en place une charte télétravail. Une charte télétravail, c'est dire aux collaborateurs, OK, tu vas être en télétravail, voici les règles que tu dois respecter. Tu dois travailler de chez toi exclusivement, ou tu as le droit de chez toi et d'un autre endroit. À partir du moment où tu es en dehors de l'entreprise, il faut absolument activer le VPN, par exemple, ne jamais désactiver l'antivirus, ne jamais désactiver le pare-feu. En fait, il faut cadrer la façon dont on veut que le collaborateur travaille à l'extérieur des murs. Donc ça, tout ça passe par une charte télétravail qui va être délivrée à l'employé, au collaborateur qui peut être en télétravail. Après, une fois qu'on respecte ces règles-là, ça roule, il n'y a pas de problème. Le Covid nous a montré qu'on est capable de travailler en télétravail. Aujourd'hui, il faut juste appliquer les bonnes pratiques. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'autour du pont ou dans la salle, il y a des questions, des remarques? Est-ce que vous étiez inquiet et vous l'êtes un peu plus ou un peu moins après cette session? Alors, je plaisante, mais c'est important et c'est hyper structurant. En Guadeloupe, on a remarqué, on a eu des institutions qui ont été attaquées, on a eu des entreprises qui l'ont fait vraiment. Alors, certaines, parfois on le sait, d'autres on ne le sait pas. Ah oui, il y a une chose que tu disais aussi par rapport au ransomware, est-ce qu'il faut payer? Il n'y a pas de bonne réponse. Parce que certaines fois, quand moi je suis déjà arrivé chez un client, son système était complètement au tas. Il n'avait pas de sauvegarde. Il lui demandait 30 000 euros pour restaurer son système. Il perdait 1 000 euros par jour. Il fallait, pour restaurer tout, il aurait fallu plus de 30 jours. Donc il a payé. Quand on paye, c'est qui tout double. Quand on paye, parfois, l'attaquant, il donne une partie. Et il dit, bah, si tu veux le reste, c'est 60 000 maintenant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de. Lui, il a tout récupéré. Mais je ne peux pas encourager parce que c'est également encourager la cybercriminalité. Mais je peux comprendre qu'une victime paye. Je peux comprendre qu'une victime paye. Et donc, si vous voulez parler, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Si vous avez une question ou une remarque. Nous sommes à votre écoute. Une question sur la formation. Il existe des modules de e-learning en 15-20 minutes à proposer à des collaborateurs? Ça se trouve, ça? Oui, ça se trouve, oui. Il y a, je pense, sur le site de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité de l'information, il y a quelques slides, quelque chose à présenter. Silvio, si vous avez une question, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, mais comme il était ouvert avec moi. On l'a fermé. Non, il n'y a pas de remarque. Pour les autres participants. Tu parlais du site de l'ANSSI tout à l'heure, je crois qu'il est très bien fait. Oui. Il donne pas mal de conseils gratuits. Pour rappel, le site de l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Voilà. Donc, c'est un site gouvernemental qui, lui, bien évidemment, est protégé et qui donne une information ou des informations qui sont tout à fait pertinentes et qui sont intéressantes pour nous chez l'autre. Et je vais aussi rajouter le site cybermalveillance.gouv.fr qui n'est pas encore assez connu, à mon sens, en Guadeloupe. Mais c'est sur ce site qu'en cas d'incident, on va faire une déclaration, on va demander de l'aide. Et sur ce site également, il y a aussi beaucoup de communications qui sont faites pour de la sensibilisation sur les sujets d'actualité, sur les bonnes pratiques. De temps en temps, on reçoit des mails qui nous disent, voilà, qui nous présentent les mots de passe, par exemple, comment avoir des mots de passe forts. cybermalveillance.gouv.fr. cybermalveillance.gouv.fr et le site de l'ANSSI. Voilà. Je mettrai du coup. Super. Avec... Ouais. Ça. Également sur cybermalveillance.gouv.fr, en plus de faire appel à un professionnel en cas d'incident, vous pouvez également faire appel à un professionnel juste pour vous accompagner. Il y a un référencement qui est fait, une labellisation de professionnels, et vous pouvez faire appel à eux. Enfin, à nous, parce que j'en fais partie. En Guadeloupe, on est deux sociétés labellisées experts cyber, donc qui ont le label de cybermalveillance pour intervenir sur des structures professionnelles. Voilà. Très bien, écoutez, il est quasiment 10h59, voilà, il est 10h, ça y est.
Ce que je vous propose, c'est que s'il n'y a pas de remarques supplémentaires ou de questions, on va s'arrêter là. Jérémy, merci beaucoup. Avec plaisir. Parce que ça a été, je pense, intéressant. Absolument. Beaucoup d'exemples concrets et puis de mises en garde auxquelles on ne pense pas forcément, en particulier en voyage. Être extrêmement prudent. Et écoutez, voilà, merci à vous toutes et tous. Merci Chloé pour l'organisation. Et puis, il est encore temps, oui, il est temps de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Donc voilà, à très bientôt. Et puis, le prochain rendez-vous, nous, c'est au mois de janvier. Fin janvier, on aura une session spécifique destinée à l'intelligence artificielle. Voilà. Merci pour ceux qui ont noté, c'était très intéressant, je pense que c'était dit de réussir. Et bonne fête à tous encore une fois. Merci à tous. Merci à tous, pardon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, ouais. Non, effectivement.